Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde a vu Dubaï. Monsieur Bernard Juif, j'en profite pour vous présenter, caricaturiste. Vous pouvez nous la repasser? Juste pour le plaisir. Et puis, je vais en profiter pour donner la parole à Didier Mandeli. Alors, vous êtes maire de Poiré-sur-Vie. Ah, pardon. Claude Tourteau. Autant pour moi. Oui. Donc on reste dans la construction individuelle. Gilbert Gallo, vous serez le représentant des élus. Claude Tourteau, vous êtes constructeur, vous aussi, de maisons individuelles, hein, et président de l'UMF de la Sarthe. Oui. Alors vous avez une opération aussi à nous présenter. Oui, j'ai quelques slides à vous faire voir. On est sur une opération sur une commune qui s'appelle Livry-l'Évêque, qui est sur la première couronne du Mans. Et cette mairie avait un terrain qu'elle avait acquis depuis très longtemps qui était complètement enclavé à la sortie d'un lotissement qui était un peu excentré du bourg et au pied d'un parc. Et ils n'arrivaient pas à sortir quelque chose de ce terrain qui leur servait vraiment à rien parce qu'en plus complètement enclavé avec de la pente, enfin pas facile à traiter pour eux. Et suite à une rencontre, j'ai proposé au maire, au lieu de créer un lotissement, de créer un ensemble et d'avoir une conception globale du projet. Donc je suis venu avec un aménageur foncier et on a tout décidé. C'est-à-dire qu'on a décidé les maisons, on les a conçues et on a conçu aussi la distribution des maisons. Alors on avait plusieurs contraintes, c'est que le foncier avait coûté un petit peu cher, donc il fallait absolument qu'on ait des coûts de sortie qui ne soient pas élevés. Donc, on a travaillé sur les voiries pour avoir le minimum de voiries. Les coûts de sortie, c'est combien à peu près? Les coûts de sortie, on a mis toutes les maisons au niveau BBC, donc on est sur des coûts de 1400 € le mètre carré, 1500 € suivant les maisons, parce qu'elles ont plusieurs tailles. Mais on a travaillé aussi la densification. On a 5 maisons qu'on a mis les unes à côté des autres. On a fait la densification pour permettre à des jeunes ménages de pouvoir acquérir, avoir des parcelles très petites, parce qu'on est sur la première couronne du Mans et comme le disait M. Zambard, on a une pression foncière qui est très importante et pour resolvabiliser, on n'avait pas le choix que de faire que de la petite surface. Donc là, on a travaillé pour mettre plutôt du primo-accédant et garder 4 terrains où on pouvait avoir un peu plus d'espace pour faire de la maison un petit peu plus grande, pour du secondo, pour du retraité qui voulait revenir dans le centre-bourg. La deuxième problématique, c'est que le maire voulait quelque chose d'un petit peu novateur. On ne voulait pas de circulation de voitures dans ce petit parc. Donc on a mis des parkings à l'entrée pour interdire et pour supprimer la circulation et avoir une sortie piétonnière en bout de ce lotissement pour venir directement à pied dans le centre-bourg qui se trouve à 300 mètres avant l'Oiseau. Et cette commune avait la volonté aussi de faire du logement social. Donc on a trouvé un bailleur social aussi avec qui on a passé un accord pour qu'il nous prenne 2 de ces maisons derrière pour les mettre en location. Donc voilà un projet où on a fait un peu plus que notre rôle de constructeur, parce qu'on est venu au départ avec la mairie pour tout concevoir. Alors, on est venu avec un aménageur foncier, on ne sait pas tout faire, mais on peut réfléchir avec les mairies et leur amener notre expérience du client, parce que le client final, nous on le traite tous les jours, on le connaît bien, on connaît ses attentes, on connaît aussi ses besoins, on connaît ses limites financières aussi. Et pour pouvoir vendre quelque chose, il faut être dans un prix de marché. On n'a pas le choix, hein, c'est la raison économique qui l'emporte. Et il fallait bien qu'on arrive à mettre tout ça en place. Et c'est en raisonnant dès le départ qu'on peut arriver à faire ces solutions, à trouver des solutions économiques. Parce que si on met toutes les énergies au départ, on arrive à tout résoudre normalement. Il y a quelques années, sur une parcelle comme ça, combien de maisons est-ce qu'on aurait construit? Il y a quelques années, on en faisait 4, ça, hein. 5 peut-être, ouais. Voilà, avec beaucoup de voiries, avec de la circulation. Là, on est sur 9 maisons. On a une mixité sociale, on a une mixité générationnelle parce qu'on a aussi des retraités qui veulent venir dans le centre-bourg ou qui habitent le centre-bourg mais dans des maisons qui ne sont plus adaptées non plus à un vieillissement de la population. On a des chambres au rez-de-chaussée, elles sont toutes aux normes handicap, toutes aux normes BBC. Donc on voit bien qu'on a créé aussi des maisons pour essayer de répondre à une typologie plurielle. C'est-à-dire qu'on peut très bien y mettre des retraités, on peut y mettre des couples, on peut y mettre aussi des gens seuls. Donc on a fait des maisons un peu plus petites pour pouvoir
avoir des gens seuls qui puissent accéder aussi à la maison individuelle, parce que ça c'est une problématique. Donc voilà, on essaie de répondre à tous ces problèmes-là. Et là on voit sur la slide à l'écran le stationnement mutualisé, ça c'est une tendance aussi? C'est une tendance vers laquelle on essaye d'aller. L'intérêt c'est d'avoir une convivialité quand vous créez de la maison, quand vous créez un espace. Comme il s'est dit cet après-midi, il est bien que chacun soit chez lui, mais en même temps que les gens puissent se côtoyer en dehors. Et quand vous mettez de la circulation, c'est impossible. Alors c'est pas une tendance qui est facile à faire passer aux clients. Il y a encore des gens qui ne sont pas encore prêts à ça. Ils sont réticents, ils sont clairement... Ils sont un petit peu réticents, mais je pense que c'est aussi en faisant des exemples qu'au fur et à mesure, les choses viendront naturellement derrière. Très bien, merci. Gilbert Gaillot, vous êtes vice-président de Nantes Métropole, le troisième qui a bien voulu nous rejoindre ici. Merci. Alors vous avez une opération à nous présenter, c'est sur la ZAC de la Perrière à La Chapelle. Voilà, donc je suis élu à La Chapelle-sur-Erdre, donc une petite commune, au nord de Nantes, commune de 17 000 habitants, et qui a un gros souci, principalement vis-à-vis de la loi SRU, puisque en termes de quota de logements sociaux, nous venons de franchir les 9%. Donc on a encore de gros efforts à faire pour arriver aux 20%. Or, Gilles Retière l'a insisté tout à l'heure, la loi SRU, elle a deux piliers. Le S, dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde a bien retenu, qui vise aux 20% de logements locatifs sociaux, et le RU, renouvellement urbain, qui vise à limiter l'étalement urbain. Et donc la ZAC des Perrières à La Chapelle-sur-Erdre est à la limite de l'étalement urbain dans la mesure où c'est l'extension du bourg. On vient agrandir le bourg. Donc on a tapé un peu sur les terres agricoles, mais on est bien collé de façon à agrandir le centre-ville et non pas venir créer un hameau complètement isolé. Or La Chapelle-sur-Erdre, parce que quand on parle d'écoquartier, c'est un terme qui me chatouille un petit peu parce que on a bien entendu depuis ce matin plusieurs intervenants ont parlé du Grenelle de l'environnement et le fameux facteur 4 d'ici 2050 divisé par 4 les gaz à effet de serre, et on sait qu'aujourd'hui il y a deux gros segments pour atteindre ça. Un, le bâti ancien. Deux, les déplacements. Donc qui dit écoquartier pense forcément diversité de l'activité, c'est-à-dire que si je fais une zone où je n'aurai que de l'habitat, je vais forcément générer des déplacements parce que de là, il faudra aller acheter le pain, il faudra aller au travail, il faudra aller à l'école. Donc un écoquartier, pour moi, doit forcément avoir une mixité fonctionnelle. Hein, donc c'est un point sur lequel j'aimerais insister. Deuxième point, à La Chapelle-sur-Erdre. Donc là, on fait une zone d'habitat, mais comme je viens de le dire, collée au bourg, qui va être collée à la nouvelle ligne de tram-train entre Nantes et Châteaubriand. Et une particularité qui ne va pas avec l'image de La Chapelle, on est l'une des rares communes de l'agglo qui a quasi autant d'emplois que de salariés. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une commune résidentielle avec ses petits pavillons, mais c'est une commune où il y a une zone industrielle relativement importante et où il y a plus de 5000 emplois, et qui est encore en train de grandir. Et donc les emplois seront desservis par des arrêts de tram-train, puis il y en a deux qui vont desservir le parc d'emplois. Donc on est vraiment ici en train de faire le lien de façon à réduire l'impact du domicile-travail sur le boulot. Un autre point qui a été dit ce matin et sur lequel j'aimerais insister, c'est le côté intimité. Alors, j'ai bien entendu l'architecte dire l'intimité, c'est l'intimité entre le rapport à l'espace public et l'espace privé, mais c'est aussi l'intimité à l'intérieur. Il faut que chacun, dans sa pièce, ait son lieu d'intimité. Je crois que ça, peu importe la forme urbaine, il faut arriver à ce qu'on retrouve cet entre-soi, qu'on puisse avoir son petit lieu à soi. Et c'est ce qui explique que dans la ZAC des Perrières, qui a voulu s'inscrire dans cette logique du PLH et de la loi SRU, on a travaillé très en amont avec des architectes paysagistes, avec des aménageurs, de façon à ce qu'on puisse gérer. Alors, j'ai quelques petites photos, parce que moi, je n'avais pas tout programmé, je ne suis pas un grand pro, mais j'ai des photos ici.
Mais je pense qu'avec les caméras, je connais les... Je ne sais pas si on peut zoomer sur... Ils vont arriver à zoomer. On vous fait confiance. J'ai 2 photos, le recto et le verso, avec des couleurs. Toc, toc. Voilà, parfait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on voit du jaune, du orange et du rouge. Le jaune, c'est de l'individuel libre. L'orange, c'est de l'individuel groupé. Et le rouge, c'est du collectif. Et donc, on voit que dans toutes ces zones, on parvient à déterminer du logement dans toutes ces typologies, ce qui veut dire qu'on peut faire... voilà, on va peut-être projeter, ce sera encore mieux. Et ce matin, vous avez entendu, ou je sais plus, c'est tout à l'heure Gilles Retière qui disait, on essaye de viser des densifications de 20 logements à l'hectare. Bon, là vous êtes sur les zones, on est entre 40 et 60. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire de la maison individuelle, libre, groupée, un peu de collectif, et arriver à avoir des densifications qui sont non négligeables, mais surtout, et là encore, je crois que ça a été dit, peut-être pas assez, que l'on soit élu, que l'on soit constructeur, ce qui importe, c'est le confort de l'usager. C'est-à-dire que pour nous, en tant qu'élus, mais ça va être la même chose en tant que constructeur, je crois que rien n'est plus agréable en fin d'opération que de remettre les clés. Quand c'est une opération de logement social, d'accueillir les premiers locataires, quand les gens sont contents de rentrer dans un logement, parce que là on voit les typologies, et donc, entre le privé, l'individuel et le collectif, et puis ce serait intéressant que vous puissiez retourner le papier, parce que de l'autre côté, on voit les statuts. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a un gros problème, nous, de logements sociaux. Et donc, on a réussi, sur cette opération, à faire, et là, vous avez des couleurs, en jaune, c'est l'accession libre, en orange, l'accession abordable, et en rouge, le locatif social. C'est-à-dire que... C'est pas forcément... Et c'est pas forcément le locatif qui est en individuel, ou l'accession qui est en individuel, et le locatif... Voilà, on arrivait à mixer, c'est-à-dire qu'on a de l'accession sociale en individuel, et on a de l'accession libre en collectif, puisque on a bien essayé de respecter à la fois les 30% de logements locatifs sociaux, les 20% de logements abordables, de façon à ce que l'on puisse... Alors, dans le logement abordable, il y a le locatif qu'on appelle le PLS, plus de l'accession, et dans l'accession abordable, on a du PSLA, puisque c'est le rare produit qui nous reste aujourd'hui pour arriver à avancer dans ce secteur. Et on a du libre. Et là encore, dans le libre, on a à la fois de l'accession libre, mais aussi du locatif libre, parce que ça a été dit plusieurs fois. Pour nous, ce qui est important, c'est de travailler sur le parcours résidentiel. C'est-à-dire que, alors, ma génération assez ancienne, on a acheté un logement assez tardivement, mais en sachant que c'était l'investissement de la vie et qu'a priori, on y resterait presque le plus longtemps possible. Aujourd'hui, quand on discute avec les jeunes ménages, ils savent qu'ils ont là pour 5-10 ans, mais ils savent que c'est un parcours, parce que, professionnellement, ils ne sont pas sûrs d'avoir la stabilité d'emploi que notre génération a eue. Les parcours de vie vont peut-être les emmener ailleurs. Et donc, ils sont dans une démarche où mon logement, je l'ai pour aujourd'hui, je vais le revendre. Et c'est pour ça que ce matin, on nous a présenté l'augmentation des secondos accédants. C'est assez impressionnant. Ouais. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut que nous, en tant qu'élus, on intègre cette démarche dans les programmes que l'on va définir. Il faut donc prévoir que le primo-accédant, oui, ce sera peut-être plus petit en termes de parcelles, mais que ce sera en même temps un capital qui doit se valoriser pour, à la revente, permettre une seconde accession dans un... Et parfois, la seconde accession peut être un appartement en centre-ville. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et je crois qu'il est important de comprendre que dans ce parcours résidentiel, l'accession n'est pas une fin en soi. Et qu'à la limite, on peut être accédant à un moment donné, puis redevenir locataire, et inversement. Donc c'est toutes ces thèmes-là qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et c'est vrai que les élus seuls, on ne peut pas, et heureusement on a besoin de l'inventivité de tous les constructeurs qui nous entourent. Très bien, merci.